Bonjour à tous, c'est frère Ralph qui vous parle et je suis ravi de retrouver frère Martial pour ce nouveau numéro d'Autodafé. Nous nous intéressons aujourd'hui à un chef-d'œuvre de la littérature, le roman d'anticipation dystopique d'Aldous Huxley, intitulé en français Le meilleur des mondes et Brave New World dans sa version originale parue en 1932 et qui, nous allons le voir, n'a pas pris une ride, bien au contraire. Quand on pense littérature d'anticipation dystopique, deux œuvres reviennent systématiquement. Alors, il y en aurait beaucoup d'autres de remarquables, évidemment, mais globalement, ces deux-là sortent du lot. C'est 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ça n'est peut-être qu'une impression, mais il me semble que 1984 a beaucoup plus retenu l'attention, particulièrement dans la sphère Internet, alors que, et ça n'est encore qu'un avis, qui n'engage que moi, frère Martial me contredira peut-être, Le meilleur des mondes apparaît avec le temps bien davantage prophétique. 1984 met en scène un totalitarisme poussif, un totalitarisme à la papa, tyrannique. Le meilleur des mondes, lui, décrit un système plus fin, plus subtil, plus mondialisé et plus technologique. Un mot sur l'auteur d'abord, Aldous Huxley, qui je dois dire demeure pour moi un mystère et échappe totalement à ma compréhension en ce sens que j'ai du mal à définir ses intentions. Contrairement à George Orwell, qui est un homme issu de la petite bourgeoisie et qui a un profil, dirons-nous, de militant anticolonial, anti-impérialiste, bien sûr violemment antitotalitaire, que ce soit les totalitarismes nazis ou soviétiques. Il a d'ailleurs lui-même participé à la guerre d'Espagne. Huxley, lui, fait partie de ce que j'appelle une famille d'aristocrates modernes. On a donc affaire à deux profils extrêmement différents. Huxley est le petit-fils d'abord d'un homme qui s'appelle Thomas Henry Huxley et qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il est le collègue et le plus proche ami d'un certain Charles Darwin. Aldous Huxley est également le frère d'Andrew Huxley, lauréat d'un prix Nobel en biologie si je ne me trompe pas, et il est surtout le frère de Julian Huxley, biologiste également, éminent théoricien de l'eugénisme, premier directeur de l'UNESCO et fondateur d'une des premières organisations internationales à vocation écologique, la WWF, la World Wide Federation, excusez du peu. Aldous Huxley est donc au centre d'une sorte de sphère d'influence politique et scientifique, et il est à l'avant-poste de ce qu'on appellerait aujourd'hui le mondialisme et le transhumanisme, et nous allons le voir, ça se ressent énormément dans son œuvre. Concernant l'intrigue, je ne m'y suis pas trop intéressé, frère Martial reviendra très certainement dessus. Moi, c'est l'anticipation qui m'intéresse chez Huxley, c'est-à-dire la manière dont il voit le monde futur, dont il prédit et la manière dont il décrit le monde futur, et force est de constater qu'à peu près sur tous les sujets abordés, il touche juste à tel point qu'à la relecture, je n'avais même pas l'impression de lire un livre de science-fiction. Le premier sujet abordé dans le livre, dès le premier chapitre, c'est ce qu'Huxley appelle, c'est ce que la science d'ailleurs appelle l'ectogénèse. En effet, en l'an 632 de notre Ford, alors dans le monde d'Huxley, le calendrier commence avec le Fordisme, et ça correspond à peu près à l'an 2520 de notre calendrier à nous. C'est la reproduction sexuée qui est directement visée, c'est-à-dire qu'en 2520, les individus sont fabriqués dans des usines. Dès leur conception, les individus sont programmés, conditionnés génétiquement à remplir un rôle spécifique dans la société. Ils sont produits en fonction d'une savante classification qui correspond à des castes. On a d'abord les alphas et les bêtas, qui sont les castes supérieures et qui sont destinés à remplir des tâches complexes. Ils ont la particularité d'être beaux, grands et intelligents. On a ensuite les gamma, les delta et les epsilon, qui sont les castes inférieures et qui sont eux en charge de tâches simples et automatiques, ne nécessitant aucune intelligence particulière. Ils sont petits et laids. Ce qu'on constate donc, c'est que chez Huxley, le mythe de l'égalité explose. L'humanité est stratifiée par une forme de contrefaçon de système de caste traditionnelle et la valeur des individus dépend de la complexité des tâches qu'ils sont capables d'accomplir
Et force est de constater que c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Nous mettrons peut-être en lien de cette vidéo une conférence de Laurent Alexandre, spécialiste, certes fantasque, du transhumanisme, mais très intéressant, et qui a déclaré récemment qu'en 2050, les gens avec moins de 150 de QI ne serviront à rien. Nous nous dirigeons tout droit vers un monde où les capacités cognitives détermineront exclusivement la place de l'individu dans l'organisation sociale, dans la hiérarchie sociale et sur le marché de l'emploi. Huxley, en 1932, est donc à la pointe des dernières réflexions en termes de transhumanisme. Le sujet qui est abordé ensuite, c'est la sexualité. Chez Huxley, il n'y a plus de famille, puisqu'il n'y a plus de reproduction sexuée, et l'individu est libéré ou dépossédé de l'impératif biologique. C'est littéralement l'État qui s'occupe de tout. La société est constituée d'atomes individualisés qui tissent entre eux des liens superficiels et chez qui le sexe n'est qu'un loisir auquel la population s'adonne sans retenue, multipliant à l'envi les partenaires. Et c'est très exactement encore ce qu'il se passe dans les sociétés occidentales contemporaines. Il est bien plus important pour un État moderne que les individus consomment, jouissent, travaillent, que ne s'adonnent à l'impératif de reproduction. L'État se charge de maintenir à niveau le stock de main-d'œuvre disponible via l'immigration massive ou choisie. Les gens copulent via des applications de rencontres, sans sentiment particulier, oublient le nom de leur partenaire le lendemain, si tant est qu'il l'ait connu un jour, et ne ressentent aucune tristesse. L'autre est un objet interchangeable d'un plaisir toujours identique. Huxley a totalement raison sur le sexe, mais poussons la réflexion un peu plus loin. Le développement de la PMA et de la GPA notamment introduit peu à peu l'idée de l'inutilité de la filiation et de la famille. Ce n'est pas ce qu'on nous vend, évidemment, mais c'est ce qu'il adviendra nécessairement. Un exemple qui m'a frappé très récemment, c'est Marc-Olivier Fogiel. Regardez, si ça n'est pas déjà fait, son interview dans l'émission On n'est pas couché pour son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? Vous assisterez entre lui, Charles Consigny et la très malaisante Muriel Robin. Vous assisterez donc à un dialogue surréaliste. Fogiel, c'est le VRP français de cette nouvelle conception de la reproduction humaine. On achète des gamètes par-ci, contre rémunération, on l'incube dans un ventre par-là, contre rémunération toujours, pour au final satisfaire l'envie d'homosexuels bobos parisiens, l'envie d'enfants d'homosexuels bobos parisiens. Fogiel nous raconte un conte de fées dans lequel il est formidablement ami avec la mère porteuse, ils sont beaux avec son mari, et ils ont un petit enfant épanoui et heureux. Marc-Olivier Fogiel préfigure la dystopie d'Huxley. Il y a d'ailleurs chez Marc-Olivier Fogiel cet aspect post-humain assez angoissant. Marc-Olivier Fogiel pourrait être un personnage de roman dystopique. Pour la PUA, il y a encore besoin d'un ventre humain, d'une matrice. Mais ça, c'est bientôt du passé. Les incubateurs existent déjà. On les utilise pour les moutons, par exemple. Et demain, on les utilisera nécessairement pour les humains. D'ailleurs, des personnalités s'en réjouissent et y voient un marqueur de la libération de l'individu et les prémices d'une vraie égalité entre hommes et femmes. Par exemple, Peggy Sastre, qui se présente comme une évo-féministe. Dans le meilleur des mondes d'Huxley, les individus n'ont plus d'identité. Il n'y a plus d'histoire. D'ailleurs, l'histoire n'est plus enseignée. Il n'y a plus de différence entre les individus, sinon génétique. Il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de culture. Il n'y a plus qu'une seule chose, une organisation sociale impersonnelle dont la seule vocation paraît d'être, de fonctionner et de perdurer. Les individus sont des atomes indifférenciés qui nourrissent la bête, mais qui pris individuellement n'ont aucun intérêt. D'ailleurs, dans ce monde, personne ne pleure la mort de personne. Et c'est bien aussi ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Sous couvert de tolérance, les maîtres du monde veulent que nous délaissions l'aspect charnel et organique de notre être, l'important étant que nous adhérions tous à des valeurs communes indifférenciées,
pour vivre ensemble. L'important est que nous nous intégrions à une organisation sociale impersonnelle. Un État doit être un hôtel, dit Attali. Eh bien, c'est exactement ça. Et alors, et c'est peut-être le dernier point que j'aborderai en détail, pour parvenir à créer ce nouvel homme fonctionnel, Huxley n'imagine pas mettre un flic derrière chaque individu. Rien d'oppressif dans son roman, contrairement à 1984. Huxley imagine une dystopie dans laquelle les gens sont tous heureux. Chacun est satisfait de son sort. Il est conditionné pour ça. Et pour régler les dysfonctionnements ponctuels, on distribue du soma, de la drogue. Le soma, dans la tradition védique, c'est l'aliment qui permet d'atteindre l'illumination. Chez Huxley, c'est un moyen d'abrutir les individus. Pour tenir tout ce petit monde, on les divertit, on les drogue, on leur organise des sortes de cérémonies pseudo-spirituelles pour satisfaire leurs besoins d'absolu. Eh bien, c'est exactement encore ce à quoi nous assistons. Pour supporter nos bullshit jobs ou nos jobs de merde, nous baisons, nous prenons des cuites, nous regardons des séries à la con, nous prenons des antidépresseurs, et en guise de spiritualité, nous nous abreuvons à la mamelle du New Age et du développement personnel, pseudo-religion séculière qui nous enjoint d'être heureux, épanouis, et de continuer à nous épanouir au sein d'une organisation sociale inique. Alors, je me suis intéressé à l'aspect social, anthropologique du roman d'Huxley, et pas aux relations interpersonnelles, je vais pas en dire beaucoup, mais là encore, chez Huxley, les relations interpersonnelles sont très superficielles, c'est de la programmation neurolinguistique, c'est chacun tire l'intérêt de l'autre, c'est à la fois sans violence, gentillet, mais sans aucun intérêt. Et là encore, Huxley a raison. Le plus terrifiant chez lui, c'est lorsqu'il décortique les mécanismes de la perpétuation de ce système. Il paraît en effet, sous la plume d'Huxley, éternel. Lorsqu'un alpha se révolte, c'est la corruption qui entre en jeu. On l'envoie dans un petit paradis où il mènera une vie heureuse, ou bien on lui offre les honneurs ou les richesses dont il rêve. Et c'est là que c'est subversif. Huxley nous dépeint un monde, certes abominable, mais sans souffrance, doux, agréable, et surtout sans alternative possible. C'est impossible, le temps d'une chronique, d'analyser tous les aspects de cette œuvre gigantesque. J'aurais pu continuer comme ça des heures, donc je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à la lire, car en plus d'être époustouflant, c'est un roman court, très lisible et extrêmement facile d'accès. Je vous laisse la parole, Martial. Merci, frère Ralph. Je ne vais pas vous contredire concernant les grandes dystopies des années 30-50, puisqu'effectivement, la période nous en a livré 3. 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, et Le meilleur des mondes, Brave New World, d'Aldous Huxley. Et comme vous, je pense effectivement que si les 3 ont leur intérêt, certaines ont mieux vieilli que d'autres, et que c'est sans aucun doute celle d'Huxley qui se hisse au plus haut. Le point commun entre les futurs sombres et désespérants décrits par Orwell et Bradbury est en effet que les systèmes politiques dictatoriaux qu'ils évoquent reposent sur des modes de coercition violents, police de la pensée, brutalité, contrôle du savoir. Huxley, lui, nous décrit un univers où le totalitarisme est partout, mais cependant bien plus insidieux. Et à ce titre, son ouvrage est sans doute le plus dérangeant et le plus glaçant des 3. Dans le meilleur des mondes, pas de flics, pas de Gestapo, rien qui puisse ressembler à une commandant de tour. On pense plutôt à quelque chose comme The Island ou Bienvenue à Gattaca, un monde propre, poli, dans lequel les gens sont gentils, heureux et souriants. Et s'ils ne le sont pas, comme vous l'avez dit, il leur reste le soma, la drogue universelle. Un conflit avec un collègue, soma. Un chagrin personnel, soma. Un coup de blues, soma. Quel que soit votre état émotionnel, s'il diffère du bonheur le plus béat, la drogue est la solution. Et si la drogue ne suffit pas, vous reste toujours l'orgie porgy, la partouze précédée d'une danse genre chenille qui redémarre, et qui est présentée comme l'ultime alternative à toutes les crises existentielles. Vous vous demandez si Dieu existe ou si la vie a un sens. Allez donc partouzer, ça vous calmera et vous n'y penserez plus. Un monde merveilleux où, de la naissance en usine à la mort en usine également, ou presque, jamais vous n'avez à vous poser la moindre question. Vous êtes programmé pour exécuter une certaine tâche ou occuper un certain poste. Votre patrimoine génétique vous y prédispose, votre éducation enfantine vous y a préparé, et en dehors de vos heures de travail, vous pouvez au choix vous amuser, vous droguer ou baiser.
Chacun appartient à tout le monde, nul n'est jamais seul, et d'ailleurs la solitude, l'introspection, le questionnement sont bannis. Le bonheur universel et absolu. C'est universel et absolu d'ailleurs que contrairement en 1984, il n'y a même pas de nom pour le régime, ni pour le parti au pouvoir. On dit la civilisation, tout simplement, et les quelques fois où des protagonistes tentent d'évoquer d'autres possibilités, ils se trouvent à court de mots, tant leur a été bien implantée l'idée qu'il n'existe aucune alternative. Un monde sans famille, car le statut de parent ou d'enfant est désormais perçu comme quelque chose de répugnant, de révoltant, d'aliénant. Pas de lignée, seulement des fratries de clones, conditionnés à l'avance pour être heureux dans leur vie, dans leur travail, dans la moindre de leurs activités. Qu'importe que vous naissiez en haut ou en bas de l'échelle, puisque de toute manière vous serez heureux de votre situation. Et le plus fort, c'est que ce système est capable de tout digérer. Les individus soumis et ceux qui se révoltent. Les soumis deviennent de bons rouages de la machine. Mais ceux qui se révoltent, eh bien, on va leur trouver un usage. Quel meilleur dirigeant qu'un ex-rebelle? Quel spectacle plus pittoresque et amusant qu'un révolté de pacotille qui permet à tout un chacun de sagement se prendre sa dose de frisson et de rebellitude à bon prix. On pense à la société du spectacle. Le spectacle de la révolte contre la société fait aussi partie du spectacle. Un peu à l'image de ces millions de gamins qui s'offrent des t-shirts fabriqués en Chine par des enfants esclaves, payés un bol de riz et 3 coups de pied au cul, mais qui sortent, les t-shirts, de la quasi-christique figure de Che Guevara, ce qui permet de bien montrer qu'on lutte contre l'oppression capitaliste. À l'image de ce type de pratique, donc, le système en place dans le meilleur des mondes, c'est avaler ses propres oppositions et en faire des forces nouvelles. Chacun a sa place, chacun est heureux, et même les opposants, car dans une certaine mesure, leur statut les flatte. Et c'est sans doute ce qui rend le meilleur des mondes aussi dérangeant dans sa lecture, car oui, ce que l'on y voit nous révolte, certes. Mais cela ne nous révolte qu'au regard de nos propres critères et de nos propres valeurs. Au fond, les êtres que décrit Huxley ne sont, pour leur immense majorité, pas malheureux. Tout à fait satisfaits de leur existence, ils nagent dans un gigantesque safe space. Pas de violence, pas de conflit, pas de problème. Alors certes, ce paradis est construit sur des millions de cadavres. Et certes, le prix à payer pour la stabilité a été élevé, puisqu'il a fallu tuer l'art, c'est-à-dire le beau, la science, c'est-à-dire le vrai, et la spiritualité, pour pouvoir en arriver là. Il a fallu balancer aux orties Shakespeare et Saint John Perse, l'Ecclésiaste et les Évangiles, et ne garder en guise de science que les recettes qui fonctionnent, mais surtout sans aucune tentative de recherche fondamentale. Et après tout, n'est-ce pas réellement ce que certains hystériques aux cheveux bleus exigent? Détruire l'histoire, détruire la littérature, la philosophie, l'art, censurer tout ce qui peut être jugé incorrect, violent, triste, raciste, sexiste, choquant, offensant, bref, tout ce qui pourrait un jour éventuellement choquer un imbécile. Le meilleur des mondes, c'est le résultat de ce rêve de militants égalitaires ou de féminazis, un univers dans lequel rien ne dépasse, dans lequel l'homme désormais débarrassé de toutes ses passions animales a enfin été réduit à sa plus stricte expression, un ventre, une bouche, un sexe, de quoi jouir, jouir et jouir encore, de la naissance au trépas, sans jamais se poser de questions. De quoi travailler et consommer, consommer et travailler, rien d'autre, métro, boulot, partouze, dodo, et le tout avec le sourire. Et puis il y a les personnages. Cruels, justes, brillamment décrits avec une économie de mots remarquable. Il y a Bernard Marx, le vrai faux rebelle, celui qui ne s'oppose au système que tant que celui-ci ne lui apporte pas autant qu'il espérait. Ah, il y a aussi Linda, la pauvre Linda, la tragique Linda. Une mère que la maternité révolte et dégoûte et qui se perd et se noie dans le mescal. Linda qui, quand elle a été accidentellement sortie de son environnement feutré et bien rangé pour se retrouver parmi les sauvages, s'est rendue compte qu'elle était à ce point inadaptée à tout ce qui diffère de son quotidien qu'à part la pute, elle ne pouvait rien faire. Linda, dont la seule existence au cours du roman va être de passer du mescal au soma et du soma à la mort. Il y a aussi Lénina, adorable, superficielle et stupide. Lénina dont la seule qualité objective est de son propre aveu d'être très pneumatique. Lénina donc une surface qui mime la profondeur et qui même quand elle croit aimer ne sait rien donner d'autre que son cul. Car non, Lénina n'aime pas, elle est seulement incapable de concevoir qu'on puisse ne pas vouloir la baiser sur le champ, et à ce titre très curieuse à l'égard de qui ne se conduit pas en babouin érotomane. Mais de là à être capable d'aimer... Et il y a aussi John le sauvage, John que les civilisés ramènent d'une réserve, où sont encore, pour l'amusement des touristes, préservés quelques modes de vie à l'ancienne. John qui va se trouver en butte avec ce monde qu'il ne comprend pas, qu'il admire d'abord, qu'il rejette ensuite. John qui nous fait nous poser la question de notre propre conditionnement, car au fond, lui qui s'est nourri aux mamelles de Shakespeare toute sa jeunesse, est-il réellement moins conditionné, moins aliéné que les centaines de clones souriants et hébétés qui l'entourent? John qui tentera de fuir, de retrouver une vie simple et vraie,
avant de se rendre compte que cette vie elle-même n'est rien d'autre qu'un énième objet d'étonnement, d'amusement, de loisir, et finalement une énième occasion de partouze pour ses contemporains. Alors bien sûr, on sort de tout ça avec un certain malaise, car si les traits sont, bien entendu, exagérés, Huxley, dès les années 30, avait tout vu, tout prévu, des dérives de nos sociétés contemporaines. Sexualisation à outrance, y compris des enfants, que l'on encourage dès la maternelle à se livrer entre eux des jeux sexuels, usage massif de drogue, destruction de la famille, conjugalité et parentalité rejetées comme des entraves au bonheur personnel, gestation artificielle et industrialisation de l'humain, l'authenticité réduite à une attraction touristique, société de la consommation, du loisir, du caprice égoïste, dans laquelle personne n'est jamais seul et pourtant les êtres souffrent d'une effroyable solitude intérieure. Rejet du spirituel, du vertical, du moral, de l'historique, au profit d'un éternel présent, d'une fin de l'histoire considérée comme parfaite. Nietzsche avait évoqué le dernier homme, Huxley l'a mis en scène, et superbement. Le hasard a voulu que le soir même où je finissais ma relecture du Meilleur des mondes, ma lecture précédente datant de mes 15 ans environ, c'est dire si ça remonte, j'ai retrouvé en rangeant quelques DVD ma copie du Déclin de l'Empire américain, de Denis Arcand. Et je l'ai regardé. Ce film qui met en scène avec brio toute la dégénérescence et la vacuité de la génération boomer, qui pose le constat lucide à la fois de la décadence de l'Occident et de la médiocrité de ceux qui sont supposés en être les élites. Ce film, et c'est cela qui m'a frappé, pourrait assez facilement se situer dans l'univers du Meilleur des mondes. Il suffirait d'y ôter les notions de couple, mais d'ailleurs les couples se défont dans le film, et on aurait quelque chose de très approchant. Voilà, donc pour moi c'est un ouvrage majeur. Je dirais qu'effectivement c'est l'ouvrage de Huxley à lire absolument, il en a écrit d'autres qui sont intéressants, mais celui-là est à lire. Et je dirais que ça différencie là encore de Fahrenheit 451 et de 1984. Parce que si vous ne devez lire qu'un seul ouvrage d'Huxley, lisez Le Meilleur des mondes. Si vous ne devez lire qu'un seul ouvrage d'Orwell, lisez plutôt La ferme des animaux que 1984. C'est court, c'est grinçant, c'est parfait. Et si vous ne devez lire qu'un seul ouvrage de Bradbury, c'est pas Fahrenheit 451 qu'il faut lire, c'est les Chroniques martiennes qui sont absolument superbes. Ralph ? Merci Martial. Ouais, voilà, Huxley, une phrase que j'ai oublié de dire dans ma chronique, Huxley nous décrit un monde parfait et parfaitement inhumain. Et si on devait revenir sur les grands romans dystopiques, il y en aurait d'autres. Hein. Il y a Soleil Vert, il y a Fondation d'Asimov. Moi, j'ai pas lu beaucoup de SF, donc, mais il y en a certainement énormément. Mais en effet, Le Meilleur des mondes est peut-être le plus terrifiant. Et pour me faire un petit peu de pub, j'ai enregistré un audio avec Pierre-Yves Lenoble sur les castes. Et on avait un petit peu conclu sur Huxley. J'avais pas voulu trop m'avancer sur l'idée du transhumanisme qui est omniprésent chez Huxley. Et finalement, il y a cette idée que la société est parvenue à un tel niveau de développement technologique, génétique, organisationnel, que certes c'est un monde inhumain, c'est un monde qui devrait normalement se casser la gueule, puisqu'il y a des alphas qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, et c'est pourtant un monde qui arrive à se survivre à lui-même, on a l'impression à l'infini. Et c'est ça qui fait le plus peur, et c'est ce à quoi j'ai l'impression d'assister avec le transhumanisme. C'est-à-dire que je suis pas un anti-transhumanisme rabique. D'ailleurs, le terme transhumaniste ne veut pas dire grand-chose. L'humain et transhumain, c'est presque synonyme. Mais on a cette impression que la manière dont est envisagé le transhumanisme, c'est une nouvelle arme dans les mains de nos dirigeants pour continuer, quoi. Pour continuer et pour se survivre. Et je crois que c'est là-dessus que Huxley a été complètement visionnaire, contrairement aux autres grands dystopistes, hein, qui décrivent des mondes de privation, de violence. Lui, pas du tout. Pas du tout. À choisir entre un monde à la Mad Max et un monde au meilleur des mondes, si vous deviez vraiment choisir, là, ce serait dur de choisir. Je pense que la plupart des gens choisiraient le meilleur des mondes. Parce qu'effectivement, dans le meilleur des mondes, on est heureux. Et ça ne coûte presque rien, ça ne coûte que sa propre humanité. C'est pas grand-chose. Voilà, mais et même pour ceux qui auraient un sursaut d'humanité, on a aussi trouvé la parade. Si vous voulez, on les met dans des îles
où finalement ils vivent une vie heureuse, plus sauvage. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel on assiste énormément. C'est-à-dire que les gens qui ont un peu de conscience aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont s'impliquer en politique? Mais bien sûr que non, faudrait être fou pour faire de la politique. Ils s'arrangent pour sauver leur cul, quoi. Et je leur en veux pas d'ailleurs. Quelque part, c'est le projet que j'ai moi aussi, hein. Mais tout est si bien décrit que oui, c'est le roman dystopique qui fait peut-être le plus peur. Moi, ce que je trouve très intéressant dedans, c'est ce coût. Et notamment toute la longue discussion de Mustapha Meunier. Mustapha Meunier, le nom. C'est parce que Mustapha Meunier, il n'est ni Mustapha ni Meunier. Il n'est rien du tout. Ouais. Il n'est qu'un atome dans l'organisation sociale. Mais quand il leur explique le coût de tout ça, et que, ma foi, ce coût, il est relativement acceptable, parce que finalement, ce qui est au-dessus de tout, c'est à la fois la stabilité de la société et la recherche du bonheur individuel. Et c'est là la grande aporie, je pense, du système du système du meilleur des mondes, c'est que on confond bonheur et plaisir. Et finalement, ce qu'on appelle bonheur, c'est juste la satisfaction des pulsions immédiates. Et peut-être que c'est là une faille. Peut-être. Et encore, c'est même pas sûr. Bah, en tout cas, dans le bouquin d'Huxley, on est déjà en 2520. Et pareil, hein, moi j'ai pas relu le livre depuis... j'ai dû le lire quand j'avais 16-17 ans aussi, donc ça date pas d'hier. Je l'ai pas relu en entier, j'ai relu des passages. Mais il me semble que Mustapha Meunier fait état d'expériences où on n'aurait mis que des alphas dans des îles, des expériences qui datent d'il y a déjà 3 siècles, où ils ont déjà tout prévu, quoi. Ils ont déjà absolument tout prévu. Il y a l'expérience de Chypre, oui. C'est-à-dire qu'il explique que à un moment donné, ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on a des bêtas, des gammas, des deltas, des epsilon pour avoir que des alphas. Sauf que ça marche pas. Ils ont vidé Chypre de sa population, ils ont installé une société que d'alphas. Et en 10 ans, c'était la guerre civile. Ouais. Mais ça m'étonne pas. Ouais. C'est totalement réaliste. Voilà, et donc ils s'estiment que pour maintenir la stabilité sociale, il faut comme un iceberg. Il faut 1/9 au-dessus et 8/9 sous le niveau de la mer. Et d'ailleurs, l'impression qu'on a assez fortement, c'est que à part des vaccins, il n'est pas sûr que les alphas ils aient tant de trucs en plus que ça. On a plutôt l'impression que les alphas, c'est les humains pas trop modifiés. Non, mais en fait, dans Huxley, il y a cette idée qu'à un moment, on stoppe la technologie, en fait. On stoppe les avancées. On stoppe les avancées médicales et technologiques parce qu'on est arrivé à un équilibre, on est arrivé à une sorte d'alchimie magique, et on arrête ça. Par exemple, quand Laurent Alexandre parle du futur, moi j'invite tout le monde à aller regarder les conférences de Laurent Alexandre, lui il dit que c'est la mort de la mort. Hein. Ça veut dire qu'il prédit que demain il y aura des gens qui vivront 3 siècles, 5 siècles, 1000 ans. Et effectivement ça va faire une différence. Si vous voulez, qu'est-ce qui reliait tous les individus entre eux ? C'est que entre le Pakistanais du tiers-monde et Bill Gates, tout le monde meurt, quoi, dans un temps à peu près identique. Et là, aujourd'hui, on va se retrouver avec... on peut en tout cas se retrouver avec un monde divisé entre homme 1.0 et homme augmenté qui serait presque comme des demi-dieux. Et donc, on serait dans un système qui ne pourrait pas être renversé. Oui, c'est aussi un petit peu ce que prédit Yuval Noah Harari dans Homo Deus, qu'il va y avoir des poches de population qui resteront entre guillemets bio, et puis d'autres qui seront plus ou moins augmentées à des degrés divers. La question étant de la limite de l'humain, c'est-à-dire que... c'est un peu la question du navire de Thésée, c'est-à-dire qu'il y a une légende autour de là qui dit, à un moment donné, le navire de
de Thésée a été tellement réparé au cours de son voyage que, quand ils sont revenus, il restait plus une seule pièce d'origine. Est-ce que c'était encore le navire de Thésée ? Et on peut se poser la même question pour l'humain. Une fois qu'on t'a tout changé, est-ce que c'est encore La toi ? question de... Bah, du coup, ça pose une sorte de question métaphysique de l'âme que par exemple, les patrons de Google, hein, qu'on voit jamais, eux, ils ont balayé ça d'un... Enfin, eux, en tout cas, dans leur vision du monde, ils balayent ça d'un revers de main. Pourquoi ils stockent de l'information en permanence ? C'est parce qu'ils estiment que l'être humain n'est que la somme des informations qui le composent. Ils ont pour eux, l'humain est totalement sans âme, quoi. C'est un bout de viande. Alors, ont-ils raison, ont-ils tort ? Moi, je ne sais pas. Arriveront-ils à réaliser leurs rêves ? Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est le rêve des dirigeants de Google. C'est de downloader un cerveau pour réuploader un cerveau. Voilà, ils veulent... Voilà, c'est leur... mais rien ne dit qu'ils y parviendront. Mais sur le chemin pour y parvenir, ils peuvent découvrir beaucoup de choses flippantes. J'avais un autre aspect qui m'intéressait aussi, c'est la question de cette obsession de l'individualité qu'on retrouve chez Huxley et qu'on retrouve beaucoup dans le monde moderne. C'est-à-dire que l'individu est mis au centre de tout, la jouissance de l'individu, l'originalité de l'individu. Et finalement, cette obsession de l'individu crée des êtres qui, justement, individuellement, sont sans aucun intérêt. Et même dans le livre du meilleur des mondes, quand les gens meurent, on ne les pleure même pas, quoi. Tellement ils sont sans intérêt. Ouais, c'est ça, on les pleure même pas. Ils n'ont d'identité que tant qu'ils servent aux autres. On apprécie les autres pour les activités qu'on fait avec eux, parce qu'on les baise. Parce qu'on prend du soma avec et qu'on est dans des trans New Age, et puis c'est tout, quoi. Voilà, mais en fait, on s'en fout complètement. Et d'ailleurs, on le voit très bien, hein, quand les Nina se posent les grandes questions du genre est-ce que je vais aller en vacances avec un tel ou un tel bon voilà, c'est la seule chose qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'est qu'un tel a réservé un hôtel où il n'y a pas assez de salles de squash ou je sais plus quoi, alors que l'hôtel est quand même mieux, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'on est dans des raisonnements tout à fait nombrilo-centrés. Et c'est ça que je trouve paradoxal, et que Huxley rend très très bien, c'est que d'un côté il y a un discours où on n'est jamais seul, il faut pas être seul, la solitude c'est mal, etc. Mais en fait tous ces individus crèvent de solitude, ils sont incapables de communiquer avec les autres. Et ça c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui, hein, cette sursociabilisation, c'est du divertissement de masse, et en fait il y a plus d'amour, Ben, effectivement, la seule chose qui manque à la dystopie d'Huxley, c'est les médias sociaux. C'est le seul truc qu'il n'a pas vu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas vu l'informatique. Il n'a pas vu l'informatique arriver, mais de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Non. Bon, avons-nous fait le tour de la question ? Bah non, ça je sais pas si on a fait le tour de la question, mais en tout cas c'était un plaisir de parler du meilleur des mondes avec toi, avec vous, cher frère Martial, qui n'avait pas utilisé votre Joker Genderfluid. Non, pas cette fois. Je rappelle oui. Que j'en ai un, ouais. Exact. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici, d'avoir eu la patience de nous écouter. Nous vous disons à très bientôt. La semaine prochaine, je ne sais pas quel type d'émission on fera. C'est encore dans les cartons. En attendant, eh bien, ma foi, abonnez-vous, likez, dislikez, critiquez, partagez. Ça nous fera plaisir. Ciao à tout le monde. Ciao. Au revoir. Ciao à tout le monde. Au revoir.